Merci. Donc, je prends le relais d'abord pour remercier les trois intervenants, remercier le professeur France Pirenne à l'instant, remercier avant le docteur Valentine Brousse et encore avant le professeur Catherine Badins. Je pense que vous êtes toutes les trois encore avec nous pour cette session qui est ouverte, qui est une session de questions-réponses et qui doit normalement pouvoir se poursuivre jusqu'à 12h45. C'est ça, hein, pour les trois intervenantes, c'est bon pour vous? Oui. Et donc, je vais... Alors, est-ce qu'il faut que j'active mon micro? Non, c'est bon, hein. Voilà, c'est bon. Et donc, je vais laisser la parole à Michel Adjibi qui va reprendre les questions qui sont apparues sur le chat. Il y en a quelques-unes et donc, a priori, on est bien dans les temps, hein. Merci. Michel, on ne vous entend pas, votre micro est fermé. Excusez-moi, je me suis démutée. C'est mieux là? Voilà, merci. Vous m'entendez Merci. bien? C'est Voilà, parfait. merci, C'est parfait. docteur Pondaré. Donc, j'ai repris les questions qui ont été posées auparavant. Alors, il y a une question qui s'adresse surtout au docteur Brousse par rapport au traitement chélateur. Alors, c'est Leïla qui nous la pose. Question, pouvez-vous nous en dire plus sur la nouvelle version du chélateur ESIAD et qui coûte beaucoup moins cher, apparemment? Merci pour la question. Je dirais pas, enfin, très sincèrement, peut-être quelqu'un d'autre voudra intervenir. Je n'ai pas la notion du tout que ça coûte moins cher. C'est surtout c'est pas un générique, hein, c'est vraiment une forme galénique différente. C'est-à-dire que avant, c'était des comprimés dispersibles qui devaient se prendre à jeun et on devait, selon les indications du produit, 30 minutes avant de manger. Donc, c'était une contrainte extrêmement forte, hein, en particulier pour les prises matinales notamment. C'était pas du tout obligatoire de le prendre le matin, mais en l'occurrence, pour des enfants ou même des adultes, hein, attendre 30 minutes avant de prendre un petit déjeuner, c'était vraiment pas très pratique. Donc, sans compter que le goût était assez globalement mal toléré par les patients, c'était un comprimé dispersible. Ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire a développé une autre galénique qui est un comprimé pelliculé, c'est-à-dire entouré d'une petite pellicule. Et ça a permis, il y a eu des études qui ont regardé l'efficacité de cette forme pelliculée, le temps que ça prenait avant d'être diffusé, etc. Et donc, en gros, ça permet d'une part de le prendre au moment d'un repas. Donc, ça évite cette partie d'attente à jeun. Ça a été montré comme étant très efficace, même tellement efficace qu'il faut les correspondances de doses doivent être diminuées entre l'ancienne forme et l'actuelle forme. Donc, c'est le même médicament, mais sous une forme différente. Et l'ancien médicament n'est désormais plus disponible, hein, il n'est plus à la vente. Donc, voilà. Mais en ce qui concerne le prix, je n'ai pas du tout la notion que ce soit beaucoup moins cher. Peut-être que quelqu'un a d'autres informations que moi. Ok, donc j'espère que cela répond à votre question, Lila. Donc c'est un nouveau chélateur qui remplace l'ancien, si je résume. Valérie, elle nous demande, pouvons-nous refuser le générique du Ferripros? C'est toujours pour vous, Dr. Brousse? Alors, c'est toujours théoriquement possible, hein, de refuser un générique, dans le sens où il faut demander au médecin d'écrire non généricable, je crois. Maintenant, y a-t-il une vraie raison à refuser le générique dans la mesure où les génériques sont censément les mêmes molécules? C'est une autre question. Il n'y a théoriquement pas de raison scientifique, hein, à refuser un générique, mais je crois savoir que vous pouvez toujours demander à ce que ce soit le cas. Après, il y a des endroits, en particulier des hôpitaux, où le générique n'est que la forme disponible. En théorie, on n'est pas censé apporter ces médicaments personnels à l'hôpital, mais c'est aussi ce qui est fait en pratique.
On ne sous-entend plus, Dr. Bruce. Je crois qu'il y a un problème de connexion avec votre micro. Enfin, à moins que je sois la seule. Ah, Moi, je pas l'entends. changé Vous grand-chose. m'entendez bien? Non, D'accord. moi, je t'entends, donc je pense que c'est… Bah, si vous voulez, Michel, si vous avez un souci, je continue pour Valentine, peut-être. En fait, il y avait une question aussi sur la toxicité hépatique. C'est un effet propre de l'ECJAD. Et est-ce que c'est lié au fait que la ferritine est basse ou cet effet peut-il survenir quel que soit le taux de ferritine? Oui, c'est une très bonne question. Je suis passée un petit peu vite dessus parce que je me demandais si c'était technique, si ça intéressait l'auditoire ou pas. Les deux, je répondrai. Il existe une toxicité hépatique potentielle du déferacirox sur voilà, une toxicité hépatique directe. Mais c'est vrai que comme d'ailleurs pour tous les chélateurs, la toxicité est d'autant plus marquée que la surcharge en fer est faible. C'est-à-dire que le médicament va être finalement d'autant plus toxique qu'il n'a pas grand-chose à faire. Donc plus la ferritine est basse, plus la toxicité est importante. Donc il faut absolument adapter les doses à la ferritine, à la fois quand la ferritine monte ou quand la ferritine baisse. Par ailleurs, c'est vrai aussi que quand on initie un traitement chélateur ou quand on change un traitement chélateur, alors qu'il existe une surcharge en fer forte et en particulier hépatique, il peut y avoir comme une espèce de chatouillis des hépatocytes, des cellules du foie qui sont chargées en fer et qui vont du coup souffrir un petit peu et s'élever dans les dosages sanguins. De sorte que c'est parfois très complexe de faire la part des choses entre une toxicité du médicament en soi ou une espèce de libération corollaire parce qu'on a démarré un traitement qui est tout d'un coup qui va faire le job. Sur des cellules qui ont un peu souffert de cette surcharge en fer. C'est compliqué et c'est des situations qui sont parfois discutées sur des réunions professionnelles pour précisément ne pas être amené à contre-indiquer de façon définitive un médicament alors même qu'on estime que les effets observés ne sont pas directement liés au médicament mais à la maladie elle-même. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Okay. Je vois une question. Alors, moi, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, j'entends plus personne. On vous entend. D'accord. On Alors, vous il y a une entend, vous question pouvez y aller. Voilà, il y a une question que je n'ai pas compris. D'Eva, y a-t-il un seuil à atteindre pour la ferritine? Peut-être que les messieurs ont compris. Moi, je n'ai pas bien compris. Je pense que la question, elle aussi, je pense que c'est une question assez précise qui pose la question de l'initiation du traitement chélateur pour les patients en fonction du taux de ferritine. Donc classiquement, dans les recommandations, on dit qu'on démarre un traitement chélateur quand la ferritine commence à être autour de 1000. Anciennement, on disait qu'il fallait avoir 2 ou 3 mesures. Vous savez que la ferritine, c'est une mesure c'est quelque chose qui est très dynamique et qui est influencé par de nombreux paramètres, de sorte que si on a un rhume ou si on a quelque chose, on peut avoir une ferritine qui s'élève alors même que ce n'est pas lié à la surcharge en fer. Donc, on dit qu'il faut plusieurs mesures pour être bien certain qu'on est dans le cas d'une mesure qui reflète une vraie surcharge en fer. Et en général, on démarre une chélation lorsque la ferritine commence à s'élever vers ou au-dessus de 1000. En pratique clinique, mais je ne voudrais pas en faire une recommandation générale, mais en pratique clinique, je pense que on peut démarrer une chélation en étant un petit peu en dessous de 1000 pour ne pas après devoir courir derrière. Il vaut mieux commencer à des petites doses et avoir le temps d'augmenter. Voilà. Et à l'inverse, il faut essayer au maximum de maintenir une ferritine contrôlée, c'est-à-dire inférieure à 1000 tout le long de la vie. Et lorsque cette ferritine arrive dans des zones qui sont proches de la normale, autour de 400, 300 ou 500,
voilà, si on veut partir de quelque chose de simple, des patients qui ne sont pas surchargés en fer, ils ont une ferritine inférieure à 300. On commence à être surchargé avec une ferritine supérieure à 300 donc, et une surcharge en fer importante au-dessus de 1000. Donc, quand on arrive sur des zones qui sont proches de la normale, il faut faire attention par rapport à la toxicité des chélateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Valentine, on t'entendait plus, mais peut-être juste une dernière question pour Valentine. Je prends juste le relais, pardon. Il y avait quelqu'un qui posait la question des indications et du remboursement possible du luspatercept en France versus États-Unis. À mes yeux, tu parles et moi, je parle aussi. On s'entend pas, je crois. Moi, j'ai pas, en tout cas, je peux rien, j'ai pas de commentaire particulier à donner là-dessus. Il n'y a pas eu de remboursement du Reblozyl en France. Sur les données des essais cliniques, moi, j'ai pas de nouvelles plus récentes sur l'évolution de cette situation en France. Corinne, tu veux dire autre chose? Est-ce qu'on peut éventuellement regrouper? Non, je Oui, pense que c'est ça, j'essaie de... vu qu'il n'a pas été de toute façon approuvé en France. Il n'a pas été approuvé en France, donc pour l'instant, il y a pas de remboursement possible et on ne peut pas l'avoir. il y a une question aussi Et sur j'ai le pas de nouvelles sur chélateur. l'évolution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question sur le chélateur. Je ne sais pas si vous m'attendez parce que moi, j'ai quand même un temps d'arrivée des paroles, donc ça doit être mon réseau. Peut-on combiner les différents chélateurs? Oui, bien sûr. Donc, je crois que les principes, ils sont assez simples quand même. On a vu, j'ai insisté sur l'impact de la prise médicamenteuse sur la qualité de vie. Donc, le principe, il est assez simple. Il est de privilégier un seul traitement par rapport à deux, une monothérapie par rapport à une bithérapie. Et puis, parfois, on peut être amené à mettre en place une bithérapie, soit parce que un seul traitement ne suffit pas à contrôler la surcharge en fer et qu'on est limité dans l'augmentation des doses par une éventuelle toxicité. Donc à ce moment-là, pour contrôler la situation, on est obligé d'en rajouter un second, soit parce que la surcharge en fer est réellement importante et menaçante, auquel cas on combine deux médicaments pour essayer de vraiment chélater correctement le patient et faire diminuer, par exemple, une surcharge tissulaire cardiaque qui serait menaçante. Donc oui, on peut combiner. Les combinaisons habituelles, c'est Desferal ex-jade, Desferal feriprox, mais il y a aussi d'autres combinaisons comme le feriprox et l'ex-jade, même si elles ont été beaucoup moins étudiées et validées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, il y a Lélia qui pose des questions par rapport au générique et à l'ESAD. Donc, moi, je pense, enfin, au vu des questions, moi, je pense qu'il faut plutôt que ce soit son médecin qui lui réponde parce qu'on lui dit qu'il faut une ordonnance indiquant qu'il faut que l'ESAD n'est pas substituable, alors que je crois qu'il existe le générique maintenant. Donc, je pense que c'est une question à voir directement avec son médecin traitant, spécialiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur. Apparemment, ça dépend. Il y a deux ex-jades. Il y a le comprimé pelliculé et celui qui est dispersible. Donc, Isabelle dit qu'effectivement, le pelliculé est en générique. Voilà. Mais d'accord. Alors, il y a moi, je propose éventuellement, Michel, si ça vous va, il y avait quelques questions quand même pour le professeur Pirenne.
qu'on pourrait peut-être Exactement. regrouper. Il y a des questions un peu précises. Combien de temps peut se conserver un culot globulaire et aussi d'aborder la question des groupes sanguins rares, France. Oui. Alors, un culot globulaire, ça se conserve 42 jours. Hein. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle entre le moment où on le prélève. Mais bon, voilà. Et ensuite, les groupes sanguins rares, ce qu'on appelle un groupe sanguin rare, c'est quand la fréquence du groupe sanguin en question est inférieure à 1 pour 250 dans la population générale des donneurs de référence, qui sont en fait la population caucasienne, enfin d'origine européenne, disons, en France. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a 42 systèmes de groupes sanguins. Alors, quand on dit ABO, c'est un groupe. Hein. Quand on dit Rhésus, c'en est un autre. Et ainsi de suite. Il y a aussi Dufy, JK, MNS. Et il y en a 42 comme ça. Hein. Et dans chaque système de groupe sanguin, eh bien, on a une répartition des antigènes qui caractérisent le groupe sanguin qui varie en fonction des individus. Par exemple, si on prend ABO, on a des gens qui sont B, des gens qui sont A, des gens qui sont AB et des gens qui sont O. Par exemple, AB, c'est le moins fréquent, mais pour autant, c'est pas rare parce que ça représente quand même 5 à 7% de la population. Voilà. Maintenant, si on combine dans d'autres systèmes de groupes sanguins, en revanche, il y a des répartitions comme ça des antigènes qui sont extrêmement rares chez certains individus et moins rares dans d'autres. Par exemple, si on prend le système Rhésus, mais je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, eh bien, il y a des antigènes dans ce système, des molécules dans ce système, il y en a beaucoup de molécules dans ce système qui sont absentes chez un petit nombre vraiment très peu important de la population. Hein. Et notamment, on parle là de population d'origine africaine. Hein, voilà. Et donc, si un individu il n'a pas cette molécule que tout le monde a, hein, eh bien, quand on va le transfuser avec du sang tout venant, eh bien, il va pouvoir réagir contre le sang tout venant parce qu'il va voir arriver cette molécule que lui n'a pas sur ses propres globules rouges et faire des anticorps. Et donc, on va être dans des situations d'impasse transfusionnelle. Alors maintenant, on n'est pas dans la rareté, mais si on dit le haut, si on associe donc des fréquences moins importantes dans chaque groupe, eh bien, on peut arriver à des choses plus rares. Par exemple, si on prend les individus qui sont B, comme je l'ai dit tout à l'heure, les groupes sanguins B, c'est 10% de la population. Si on leur associe le fait d'être négatif, Rhésus négatif, les Rhésus négatifs, c'est 15% de la population. Mais B et Rhésus négatif, on commence à être dans des situations un petit peu plus rares. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on associe deux spécificités dans deux groupes différents. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'explique. Voilà. Les O négatifs, par exemple, c'est moins rare que les B négatifs. Parce que le O, c'est 40% de la population. Le négatif, c'est 15%. Bon. Et les B négatifs, c'est plus rare. Donc, c'est l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Quand on a été dans une situation extrêmement basse par rapport au stock, à 72 000, eh bien, on était très, très tendu sur les B négatifs. Or, les B négatifs, on en a besoin pour une petite proportion de la population. Voilà. Donc, la rareté, c'est vraiment par rapport à la ressource de donneurs et à la ressource qui est disponible. Si vous allez, par exemple, être Rhésus négatif en France, juste Rhésus négatif, c'est pas rare, c'est 15% de la population. Si vous êtes Rhésus négatif, donc D négatif, et que vous allez en Chine, vous allez être considéré comme un individu extrêmement rare parce que le fait d'être Rhésus négatif en Chine, c'est inférieur à 1% de la population. Et donc là, pour vous transfuser, ce sera plus compliqué parce qu'on aura moins de concentrés de globules rouges qui seront Rhésus négatifs comme vous, si vous êtes Rhésus négatif. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où on est, la rareté en fait, hein, et où on va être transfusé. Alors les patients thalassémiques, Merci France. Ah, excuse-moi, je vais arrêter. Oui. Pardon. Non, c'est bon. Je ne sais pas si c'était clair. Alors, je rebondissais sur une question il y a une question pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, de Adia Ratou. Au sein de quelle population trouve-t-on fréquemment le groupe B-, dont tu viens de parler en disant qu'il était relativement rare? Alors, le groupe B, il est plus fréquent dans les populations d'origine africaine, subsaharienne et chez les Asiatiques.
Voyez, le B. Bon, mais on en trouve aussi, par exemple, c'est 20% des populations africaines subsahariennes qui sont B. Si vous prenez juste les individus d'origine européenne, on est à 10-12%, vous voyez. Alors maintenant, si on associe le négatif, c'est encore le négatif, être B négatif, eh bien, l'association des deux, elle est encore moins fréquente que si on prend uniquement le caractère B. Mais comme on doit tenir compte à la fois du B et du négatif, du résus négatif, eh bien, les individus B négatifs sont plus rares. Alors, le fait d'être négatif, c'est plus fréquent chez les populations européennes, c'est 15% des individus qui sont résus négatifs, d'accord? Et dans les populations, par exemple, d'Afrique subsaharienne, le négatif, c'est inférieur à 4%. En Asie, c'est inférieur à 1%. Voilà. Donc, c'est la combinaison des deux qui donne un groupe sanguin plus rare, d'être à la fois B et négatif. Quand on est B et positif, c'est bon, ça pose moins de problèmes. Quand on est B et négatif, c'est plus compliqué. Mais on n'a pas plus de B négatif en Afrique subsaharienne, par exemple, qu'en France métropolitaine. Je sais pas si... Voilà, donc c'est toute une question de où on se situe. Entendu. Je ne sais pas si vous avez terminé. Comme je vous ai dit, j'ai un écart de distance entre la parole de l'intervenant et ce que moi j'entends. Je vois une question. Je suis pour vous aussi, docteur Pirine. Je suis porteur de la bêta-thalassémie forme mineure. Est-ce que je peux donner mon sang? Alors, ça va dépendre en fait de votre taux d'hémoglobine. Voilà. Donc, il faut avoir un taux d'hémoglobine donc à 12,5 pour donner son sang. Et il y a une question qui concerne plutôt directement les médecins. Je voulais savoir pourquoi une fatigue peut durer malgré une transfusion récente. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi une fatigue peut durer. Ah, bah moi, je vais laisser répondre les cliniciens. Hein. C'est ça? Oui. Malgré une transfusion récente. Valentine ou Catherine ou Corinne. Ça doit dépendre de la situation clinique. Moi, je n'ai pas une réponse générique à donner à ça, si vous voulez. Hein. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse générique. Valentine, tu veux répondre? Bon, je vais donner quelques éléments de réponse et puis, si tu veux, tu peux compléter. Il n'y a pas effectivement de réponse générique. Je pense que la fatigue, elle est multifactorielle. Disons que la fatigue liée à l'anémie est classiquement corrigée par la transfusion. Ça dépend évidemment du taux d'hémoglobine post-transfusionnelle. Et puis ces globules rouges transfusés, ils vont disparaître avec le temps. Donc, en post-transfusionnel immédiat, la plupart du temps, on observe vraiment une très grande amélioration du niveau d'activité. Moi, je peux parler pour la pédiatrie. Les parents disent vraiment que les enfants bondissent au décours de la transfusion et jusqu'à la prochaine transfusion. Maintenant, bien sûr, la fatigue, elle ne dépend pas que du taux d'hémoglobine strictement. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer dessus et qui peut-être peuvent expliquer dans cette situation-là une fatigue qui persiste malgré une transfusion bien conduite et malgré un taux d'hémoglobine post-transfusionnel correct. Alors, il peut évidemment y avoir des mauvais rendements transfusionnels. Hein, donc ça, c'est une situation évidemment à explorer. Mais comme le dit Valentine, si le rendement est bon, c'est certainement multifactoriel. C'est-à-dire que pour la personne qui pose cette question, l'idée, c'est de savoir si elle connaît, voir avec son médecin, à combien son taux d'hémoglobine est monté après la transfusion. On ne fait pas systématiquement, après une transfusion, un contrôle juste après la transfusion. Peut-être qu'il faut qu'elle en parle à son médecin, si c'est récurrent en tout cas, d'en parler à son médecin et de demander son taux d'hémoglobine, non seulement pré-transfusionnel, avant la transfusion, mais aussi post-transfusionnel, juste après la transfusion. Alors, toujours pour le docteur Pirine, ça concerne tout. Y a-t-il
une veille sur le stock des sangs et qu'est-ce qu'une poche de sang compatibilisée? Ah, bien sûr, il y a une veille, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Donc, tous les jours, on regarde le taux des concentrés de globules rouges qui sont disponibles. Avec ce fameux seuil critique, il faut qu'on ait en permanence, pour être bien confortable, si je puis dire, 90 000 produits disponibles en France. Donc, ça, il y a une veille. Hein. Et pas de crainte particulière à avoir qu'un jour un patient comme ça ne puisse pas être transfusé. Ça me semble assez impossible en fait. Et une poche compatible, eh ben, c'est une poche dont les groupes sanguins sont compatibles entre le donneur et le receveur, c'est-à-dire que le patient, quand il va recevoir une poche, eh bien, il ne va pas réagir contre des molécules que lui ne présente pas sur ses propres globules rouges. Donc, c'est ça une poche compatible. Alors, l'ABO, c'est une compatibilité obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte, c'est la réglementation pour tout le monde. Ensuite, après, il y a des autres niveaux de compatibilité. Par exemple, le système Rhesus, eh ben, il y a 5 molécules. Et pour les patients thalassémiques, comme pour tous les patients polytransfusés, si un patient est négatif pour une des molécules de ce fameux système Rhesus, comme le D, mais il y en a d'autres, il y a le grand E, grand C, etc., eh bien, on doit lui apporter des globules rouges qui n'ont pas non plus ces molécules, parce qu'autrement, le patient risque de réagir vis-à-vis des molécules qu'on lui apporte et que lui n'a pas sur ses propres globules rouges. Donc, c'est ça, être compatible. Hein. Je ne sais pas si c'était la question. En tout cas, merci. Est-ce que je peux poser une question? Il me semble qu'on a encore un petit peu de temps, toujours à France Pyrène. Il me semble avoir entendu, mais je peux me tromper, que le ratio entre le nombre de produits collectés et le nombre de produits cédés était de 20%. Mais j'ai dû me tromper. Ah non, ça veut dire que seuls 20% des produits collectés sont utilisés. Non, on est d'accord, hein, j'ai mal compris. En fait, ce qui se passe, c'est que on réalise la collecte et après, on réalise donc le sang est collecté, mais pendant que le sang est collecté, on réalise aussi les analyses sur les donneurs. Donc, il y a un certain nombre de produits qui ne seront pas donc mis en circulation parce que les donneurs de sang ont des marqueurs qui interdisent la transfusion de leur sang. Mais ce n'est pas 20%, hein. C'est beaucoup, beaucoup moins. Hein. Oui. Okay. Mais le chiffre, il est beaucoup plus... Non, ce n'est pas 20%. Hein. C'est de l'ordre de 1 à 2%. Hein. Alors, j'ai une question. Pardon. Oui. Peut-être que Corinne, tu parlais des poches de sang qui ne filtrent pas, mais qui viennent de donneurs AS, mais c'est un autre sujet peut-être. Et là, on est dans ces proportions. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui. J'ai une question pour le docteur Badens. Alors, il y a un participant qui demande si les familles des patients peuvent avoir accès au registre national de bêta-thalassémie. Pour avoir un accès aux données, a priori, c'est pas prévu, puisque quand on a un accès aux données, on a un accès aux données de tous les patients de France. Donc, c'est plutôt un accès qu'on donne aux équipes institutionnelles qui veulent faire une étude une étude scientifique, en fait. Donc, c'est uniquement un accès pour des raisons scientifiques ou bien pour des partenaires industriels pour des raisons réglementaires, pour répondre à des questions réglementaires. Après, il n'y a pas non plus de déclaration de la part des patients de leurs données de santé. Si c'était peut-être aussi le sens de la question, est-ce que les patients peuvent eux-mêmes déclarer leurs données de santé? On n'a pas fait un recueil de données directement du patient. Par contre, si un patient veut soit vérifier qu'il est bien dans le registre, soit être déclaré dans le registre, eh bien, il faut qu'il passe par son médecin traitant et qui lui demande de déclarer les données et tout ce qui concerne le patient. D'accord. Non, c'était vraiment avisé. Je veux consulter le registre et évidemment, ce n'est pas possible. Après, les patients peuvent avoir accès à leurs propres données. C'est bien sûr, hein, le patient reste
complètement propriétaire de ces données, donc il peut avoir un accès à ces données, mais c'est comme c'est les mêmes données que dans son dossier médical. Donc il n'y a rien de particulier dans le registre de plus. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y a dans le dossier médical. Merci. Est-ce que je peux en profiter pour poser une question? Est-ce que nous avons accès? Pardon, c'est une question. Oui, pardon, vous parliez encore. Est-ce que nous avons accès au nombre de, par exemple, de patients thalassémiques suivis par région en France ou dans la France entière? Est-ce que vous avez ces données-là? Est-ce que c'est consultable? Alors, c'est pas. En fait, on essaie de communiquer régulièrement sur les données du registre. Donc, on communique par exemple à la journée de la filière. Souvent, il y a les données du registre qui sont communiquées. Après, vous pourriez faire une demande sur la répartition des patients, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être une demande acceptable. Si vous souhaitez connaître, par exemple, la répartition des patients sur le territoire, c'est vrai qu'on a ces données. On sait exactement par département ou par centre clinique, on connaît le nombre de patients, donc on peut éventuellement communiquer ces données si vous pensez que c'est un intérêt pour vous, pour relayer ces données, par exemple, vous voulez dire à travers les associations de patients, ça peut avoir un intérêt, ou si votre idée, c'est aussi peut-être de contacter les patients pour essayer de les fédérer dans vos associations, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de demande de la part des associations de patients. On a toujours eu plutôt des demandes scientifiques, hein. Mais si on avait une telle demande, on la présenterait au conseil scientifique et on en discuterait. Comme je vous disais, les décisions se prennent de façon collégiale, hein, donc on a différents bureaux, différentes instances qui peuvent examiner les demandes, et à ma connaissance, je ne vois pas pourquoi une demande sur la répartition des patients ne serait pas acceptée. Ok, merci. Je peux intervenir, je voudrais dire quelque chose. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant et important, hein, que les associations de patients se saisissent des thématiques et initient des projets. Et Catherine, peut-être que tu peux élaborer, je ne sais pas s'il y a un projet sur la qualité de vie qui est en cours ou qui se prépare, mais typiquement des études sur la qualité de vie qui impliqueraient des associations de patients, qui élaboreraient le type de questions, de questionnaires, d'interrogations, de questions posées pour ce type d'études serait, par exemple, hein, très intéressant. Absolument, là, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a une étude qui va peut-être se faire donc, sur l'observance et l'observance du traitement chélateur, et avec dans cette étude une corrélation de l'observance avec les complications, donc ça c'est un peu le côté médical, mais aussi une corrélation entre l'observance et la qualité de vie. Donc pour ce côté-là, c'est un volet qui est un peu plus social, un peu plus santé publique peut-être, mais aussi qui peut complètement impliquer les associations de patients sur cet aspect-là. Ça peut être des études mixtes. J'ai une dernière question concernant ça, c'est pour le docteur Pirenne. Alors, du coup, non, je ne suis pas certaine. Quelles sont les causes principales de l'accident transfusionnel? Est-ce que ça arrive aux patients thalassémiques?
Alors bon, ça c'est une vaste question, hein. Alors il y a des réactions transfusionnelles qui sont immédiates et qui peuvent arriver chez les patients thalassémiques, comme un peu d'allergie avec un peu de prurite et des choses comme ça, ou un peu de frisson hyperthermique qui n'ont pas de critères de gravité, hein. Il y a des réactions transfusionnelles plus graves, mais qui sont extrêmement rares. Et après, il y a des complications transfusionnelles un peu plus à distance, qui sont essentiellement pour les patients thalassémiques la production d'anticorps en fait, hein, vis-à-vis des globules rouges transfusés, et des possibilités, mais rares malgré tout, hein, donc d'hémolyser les globules rouges transfusés avec ce qu'on appelle des accidents d'hémolyse post-transfusionnelle. Mais tout cela est bien donc tout cela est bien suivi évidemment, hein, et un maximum de mesures de précaution sont prises pour éviter ces accidents transfusionnels. Mais comme pour tout traitement, il y a des possibilités en effet d'effets secondaires, mais tout est mis en œuvre pour évidemment les prévenir au maximum. Nous sommes arrivés là, il est 12h45. Je vous laisse annoncer la suite du programme, Dr. Pondaré, pour cet après-midi. Oui, donc après la pause repas, à 14h, c'est la table ronde des patients, grandir et vieillir avec la bêta-thalassémie, témoignages et retours d'expérience. Et puis à 15h, la présentation du nouveau PNDS et également le point sur les avancées médicales. Ça sera le docteur Isabelle Turé qui interviendra. Et puis de nouveau, une heure pour des questions-réponses. Et cet après-midi, si je ne me trompe pas, ça sera le docteur Emmanuel Bernit, qui travaille au CHU de la Guadeloupe, qui interviendra comme modératrice. Voilà, merci en tout cas à tous, hein, pour cette première partie de cette journée. Merci, au revoir. Merci.